Et bonjour à tous et à toutes, ici Monsieur Marie pour votre continuité pédagogique. Et pour en seconde, nous avions plus que les exercices à corriger pour le chapitre 1 afin de préparer votre contrôle bilan à la rentrée. Donc j'espère que vos vacances ne sont pas dénuées de révision. Et dans tous les cas, si vous avez besoin de moi pour réviser, voici cette vidéo afin de retracer les exercices que je vous avais donnés, qu'on va du coup redécouvrir ensemble. Donc ces exercices, ils étaient au nombre de 4, vous aviez le 17, le 24, page 32, le 29, page 33, le 34, page 34, on y va, c'est parti. Donc du coup, ce premier exercice, le 17, on avait déterminé pour chacun des produits de la liste A, quels ingrédients en fait de la liste B il y avait dedans qui entraient probablement dans sa composition. Alors du coup, l'eau minérale, il y avait effectivement de l'eau et du chlore de sodium, donc du chlore de sodium c'est du sel tout simplement, hein. Voilà, il ne pouvait pas y avoir d'autre chose dedans. L'eau pétillante, chlore de sodium, hydrogénocarbonate de sodium et dioxyde de carbone, dès lors que vous mettez des bulles dans de l'eau, dès lors que vous rendez une eau pétillante, eh bien le gaz que vous avez à l'intérieur de ça, c'est du dioxyde de carbone. Et des fois, ce dioxyde de carbone, il peut réagir avec l'eau, et à ce moment-là, s'il réagit avec l'eau, on a la formation de ce qu'on appelle un hydrogénocarbonate de sodium. Ça, c'est totalement possible, et ça peut du coup rentrer dans la composition de l'eau pétillante. Dans le lait, vous avez du lait et du lactose. Normalement, il n'y a rien d'autre. Le sel, je pense pas qu'il y en ait. C'est possible, mais je pense pas qu'il y en ait. C'est possible. Avec le recul, je me dis que peut-être c'est possible d'avoir du chlore de sodium à l'intérieur, mais ça va pas être dans la majorité des cas. Et dans le jus d'orange, du coup, vous avez de l'eau, forcément, tout fruit est composé d'eau, hein, du plus desséché au plus hydraté. Vous avez toujours de l'eau, à part si votre fruit est vraiment sec. Je pense à noisette, par exemple, au marron. Vous n'avez pas pratiquement pas d'eau, mais vous avez quand même un peu d'eau à l'intérieur. Sinon, il n'y a pas d'eau du tout dans les fruits secs, hein, malheureusement. Mais dans tous les cas, l'orange est un fruit où il y a beaucoup d'eau, et du coup, ça rentre dans sa composition. Il y a de la vitamine C aussi. Il y avait de la vitamine C qui est très très importante, hein. C'est ce qui manquait par exemple aux marins à l'époque des grandes traversées, à l'époque des grands voyages à bord de bateaux, ou à l'époque aussi il y avait les pirates. Du coup, les fruits et les matières en fait qui périmaient vite n'étaient pas souvent embarqués à bord, et les fruits du coup en faisaient partie. Donc du coup on préférait prendre des viandes séchées, des trucs qui se conservaient en fait longtemps. Et bien longtemps, en fait, on a ignoré l'apport qu'avait en vitamine C des agrumes, par exemple, comme le citron, l'orange, le pamplemousse, etc. Et en fait, ces agrumes-là qui vous donnent la vitamine C, il faut savoir que quand vous avez des matériaux qui restent longtemps en conservation, la vitamine C en fait est dégradée à la lumière. Et la vitamine C qu'on appelle aussi acide ascorbique, du coup, quand vous ne l'avez pas dans votre organisme, on développe une maladie, une carence en vitamine C. Et cette maladie s'appelle le scorbut. Donc peut-être que vous avez déjà entendu parler. Mais le scorbut, du coup, vient de l'acide ascorbique. Quand vous n'avez pas assez d'acide ascorbique dans votre corps, vous développez un scorbut. Voilà, ça vient de la même racine. Vitamine C, donc du coup, ultra important. Et composition... Enfin, pardon, composant majeur, du coup, de tout ce qui agrume, dont l'orange. Alors, si le fruit est fermenté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les fruits aussi afin d'en faire de la fermentation, je pense par exemple au raisin pour en faire du vin, l'orange peut être aussi fermenté, et à ce moment-là, vous développez à l'intérieur de l'éthanol. Donc du coup, il est possible de retrouver de l'éthanol dans des oranges qui ont déjà fermenté. Voilà du coup pour ce 17, avec une petite touche d'histoire en plus concernant le scorbut, que je n'avais pas développé en cours, mais qui me vient là tout de suite. Exercice suivant, on est au 24, page 32, on avait du coup un Perrier sur lequel il était monté un ballon vide. Et en fait, quand on agite un petit peu la bouteille, on voit que le ballon se remplit. Et du coup, on vous demande, à votre avis, quelle était l'espèce chimique qui provoquait le gonflement du ballon après cette agitation. L'effet chimique qui provoque le gonflement du ballon, c'est le dioxyde de carbone, c'est le CO2. Du coup, voilà, c'est vraiment les bulles que vous avez dans n'importe quelle eau pétillante qui s'échappent quand vous ouvrez la bouteille, et quand vous permettez à ces bulles, du coup, de passer de la phase dissoute à la phase gazeuse. Eh bien, vous permettez, du coup, avec le ballon, en fait, vous leur offrez un surplus de place, et du coup, ces bulles vont venir se stocker dans le ballon, c'est le dioxyde de carbone.
B. Décrire un test chimique permettant de caractériser ce gaz. Bah, il suffit de faire brûler en fait ce gaz, il suffit de mettre ce gaz au contact de l'eau de chaux. Et si l'eau de chaux se trouble, bah, du coup vous avez du coup identification du dioxyde de carbone. Je vous ai remis du coup la partie du cours qui correspond à ce qu'on avait vu, hein. Ça vous l'avez vu dans le cours et je vous rapporte au cours du coup précédent si vous n'avez soit pas révisé, soit oublié cette notion. Écrire un protocole expérimental avec des schémas permettant de réaliser ce test caractéristique avec le gaz recueilli dans le ballon. Bah, en fait, le schéma du cours, le seul schéma qu'il y a dans le cours est suffisant. Donc du coup, d'abord, vous fixez un fil de fer à un opercule, soit de bouteille, bouteille en verre, attention, pas en plastique, hein. Soit un opercule de pot de confiture, soit un bouchon qui s'adapte à un bécher. Vous versez de l'eau de chaux dans le conteneur du coup, donc soit dans le pot de confiture, dans le bécher, la bouteille en verre, ce que vous voulez. Et ensuite, en fait, sur ce fil de fer que vous avez adapté au bouchon, il va falloir venir adapter un charbon incandescent, donc un charbon que vous avez déjà allumé, qui est en train de faire sa combustion. Et dès lors que vous l'avez allumé, bah, vous allez venir l'enfermer dans la bouteille, dans votre pot de confiture ou dans votre bécher, et bien boucher en fait le tout. Ce qui fait que le gaz que vous allez former, le dioxyde de carbone, qui est formé par toute combustion, va être enfermé dans l'enceinte de votre conteneur. Et dès qu'il va arriver à une pression qui est suffisante, j'ai pas encore parlé de pression en cours, mais dès lors où il y aura trop de CO2 dans l'atmosphère de votre conteneur, eh bien, il ne pourra plus être formé de CO2, et on va l'obliger, si vous voulez, par les lois de la physique, à se dissoudre, ou à au moins entrer en contact avec le liquide qui est au fond. Et le liquide qui est au fond, bah, c'est quoi? C'est l'eau de chaux. Bah, l'eau de chaux, du coup, va à ce moment-là se blanchir. Et dès lors que vous commencez à avoir cet aspect blanchâtre qui arrive dans l'eau de chaux, bah, vous avez caractérisé le gaz et c'est gagné. 29, page 33. Alors du coup, on a un composé de plusieurs tubes cylindriques. Le cadre d'un vélo peut être fait dans plusieurs matériaux. Les deux principaux sont le carbone et l'aluminium. Alors pourquoi le carbone et l'aluminium? Tout simplement parce que c'est des choses qui sont vachement légères et quand même un petit peu solides. L'aluminium c'est l'un des métals les plus légers, hein. Et le carbone, en fait, les fibres de carbone permettent à votre vélo de rester encore plus léger tout en étant solide, permettant du coup d'augmenter les performances sportives. Petit A, on vous demande de calculer le volume d'un cylindre d'une hauteur h égale 1,0 m et de rayon R est égal à 2,0 cm. On vous donne quand même que le volume V d'un cylindre de rayon R et de hauteur H est égal à V, du coup, égal à pi fois R carré fois H, et on vous donne la masse volumique de l'aluminium et du carbone, soit, entre parenthèses, la masse qu'occupe un volume précis d'aluminium et de carbone. Ok. Alors, quand je regarde ce qu'il me faut, l'unité déjà des masses volumiques est en kg par mètre cube. Donc du coup, si je multiplie en fait ma masse volumique en kg par mètre cube avec un volume qui est en mètre cube, normalement je reçois des kilogrammes à la fin. Donc du coup, ça, j'y pense. Calculer le volume d'un cylindre d'une hauteur h et d'un rayon r, d'accord. On a dit que le volume d'un cylindre, du coup, là je l'ai appelé V cylindre. Normalement au bac, faut garder la même notation. Du coup, si on l'appelle V, il faut garder V. Donc le volume du cylindre, c'est égal à pi fois r carré fois h. On sait que r, c'est égal à 2,0 cm. Bah ça, je vais le mettre en mètres, vous voyez, avant de faire le carré. Donc du coup, ça me fait 0,020, et je l'enferme du coup dans un carré. Ça, c'est bon. Enfin, je l'enferme dans des parenthèses que je vais élever au carré, hein. Je ne l'ai pas enfermé dans un carré. Et ensuite, h, du coup, c'est 1,0 m, donc du coup, je peux le laisser tel quel. Très bien. Du coup, le volume du cylindre, ça me fait pi, donc 3, 14, 159, etc. pour ceux qui ont la calculatrice ou qui s'amusent à calculer les décimales de pi, fois 0,020 au carré, fois 1,0, et ça me donne du coup 0,0013 mètres cubes. Pour ceux qui ont suivi l'exercice en cours, et pour ceux à qui j'ai parlé de puissance de 10, le 0,020, ça équivaut du coup à mon 2,0 fois 10 puissance moins 2, et mon résultat, la 0,0013, ça correspond à mon 1,3 10 puissance moins 3 mètres cubes. Ok? Vu que j'ai fait en mètres et que j'ai fait mètre au carré fois mètre, ça fait bien mètre cube. Petit b, calculer la masse d'un cylindre dans le cas où il est en aluminium, puis dans le cas où il est en carbone. Alors dans le cas où il est en aluminium, la masse du cylindre en aluminium, je l'ai appelé M aluminium, donc masse en aluminium. Ok?
Du coup, c'est égal à la masse volumique de l'aluminium fois le volume du coup que prend ce cylindre en aluminium. Ce qu'il y a de bien, c'est que le cylindre, dans tous les cas, il fait la même chose. Donc du coup, la masse volumique d'aluminium, c'est 2700 kg par mètre cube, fois le volume que j'ai trouvé, soit 0,0013. Et à ce moment-là, si vous multipliez l'un par l'autre, vous trouvez pile poil 3,5 et mon résultat est en kilogrammes. Si je prends le petit m de carbone, donc du coup si je prends la masse de ce cylindre en carbone, eh bien le même cylindre en carbone va être du coup la masse volumique du carbone fois le volume de ce même cylindre, donc 1800 fois, encore une fois, 0,0013. Et là on trouve 2,3, c'est aussi en kilogrammes, et vous voyez que les fibres de carbone en fait c'est beaucoup plus léger que l'aluminium. Là, on parle d'un seul cylindre. Il faut savoir que la roue d'un vélo, enfin le cadre du vélo, il y a quand même pas mal de cylindres en fait. Parce que là, en fait, c'est pas les roues qu'on parle, c'est vraiment le cadre. C'est quand vous enlevez les roues, en fait, il reste une armature là. Et ben cette armature, c'est ce qu'on appelle le cadre du vélo. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de cylindres, mais il doit y en avoir quand même l'équivalent de 3-4 de la longueur du plus grand là qui est en diagonale. Donc du coup, sur un même vélo en aluminium ou en carbone, on peut gagner jusqu'à 4-5 kg. Et dans une performance sportive, vous prenez en fait une montée d'un col ou quelque chose comme ça, 4-5 kg à soulever pour des jambes entraînées d'un cycliste, eh bien ça vous permet de faire une performance qui est vraiment plus intéressante et donc d'aller décrocher possiblement une récompense à la fin. Donc du coup, super important de considérer le carbone à la place de l'aluminium. Et ça, c'est un exercice du coup que vous faites ici en seconde et qui a peut-être pas de rapport avec la vie de tous les jours, mais ça, les gens du Tour de France, par exemple, c'est des choses à laquelle ils se sont intéressés avant de passer en fibre de carbone les vélos par rapport à l'aluminium qu'il y avait avant. Donc ça, c'est des calculs tout bêtes de seconde qu'ils se sont posé la question, qu'on vous donne en seconde vous, mais qui, eux, sont ingénieurs ou chercheurs dans les performances sportives. Donc du coup, c'est pas un exercice totalement dénué de sens en termes de vie de tous les jours. 34, du coup, vous avez le chimiste français Antoine Lavoisier. Alors, c'est Antoine Laurent de Lavoisier, normalement. Détermine en 1776, la composition de l'air. C'est le premier chimiste qui a considéré, en fait, que l'air n'était pas un corps pur, mais un mélange de gaz. Et c'est aussi grâce à lui qu'on est passé de l'air un petit peu occulte de l'alchimie à la véritable chimie moderne qu'on connaît maintenant. C'est vraiment lui qui a énoncé le principe qui a fait qu'on est passé de l'obscurantisme de l'alchimie de l'époque, où on voulait transformer le plomb en or, à la véritable science qu'on développe maintenant dans toutes les branches de la chimie et dans la matière que j'enseigne. Et ce principe, il est très clair, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il a dit, qu'il a énoncé, qui est resté depuis. C'est vraiment la phrase qui fait de Antoine Laurent de Lavoisier le père fondateur de la chimie moderne. C'est quand même un grand monsieur, et en plus il est français, donc profitez-en. Alors, petit A, on vous demande de nommer le gaz présent dans la cloche qui réagit avec le mercure lors de l'expérience. Alors du coup, on vous a dit, blablabla, Lavoisier met en évidence que le gaz enfermé dans la cloche à la fin de l'expérience empêche une bougie de brûler, et que le gaz consommé lors de l'expérience permet à une bougie de brûler. Donc quel est le gaz dans la cloche qui réagit avec le mercure lors de l'expérience? C'est celui qui a réagi avec la bougie. Et celui qui a réagi avec la bougie, du coup, pour la faire continuer à brûler, c'est le dioxygène. Donc le gaz qui reste enfermé dans la cloche en fin d'expérience, c'est le gaz qui n'a pas réagi avec le mercure, c'est le gaz qui ne permet pas à la bougie de continuer à mener sa combustion. Et donc du coup, ce gaz-là, c'est le diazote, c'est celui qui reste quand il ne reste plus de dioxygène dans l'air. Donc je vous rappelle que la combustion de l'air, c'est majoritairement à 99% diazote plus dioxygène. Si vous enlevez l'un, il reste que l'autre, forcément. C. Déterminer la composition volumique de l'air contenu dans la cloche avant l'expérience. Et bien sur les 0,8 litres d'air, normalement, je connais, je connais un petit peu maintenant ce qui s'est passé. C'est que entre le début et la fin de l'expérience, nous avons 0,14 litres qui sont descendus en termes de volume d'air. Donc si jamais c'est le dioxygène qui a réagi avec le mercure, ça veut dire que sur les 0,8 litres d'air, il y avait 0,14 litres qui correspondait au dioxygène. Et donc du coup, il reste 0,66, 0,8 moins 0,14, 0,66 litres qui correspondent à N2, donc au diazote.
Petit d, exprimer la composition volumique de l'air en pourcentage. Bah, pour avoir la composition volumique de l'air en pourcentage, il faut diviser le volume d'une espèce chimique considérée par le volume de votre air au total. Donc du coup, pour le dioxygène, bah, je divise 0,14 par 0,8, et ça me donne 0,175, soit 17,5% de dioxygène. Et ensuite, pour le diazote, je fais pareil, je prends 0,66 divisé par 0,8, ça me donne 82,5. Et là, vous avez fini votre exercice. La question qui va se poser, du coup, pour les plus pointilleux d'entre vous, ça va être... Non mais attendez, monsieur, on n'a pas du tout ce qu'on a vu dans le cours. Je veux dire, Lavoisier, il a trouvé très loin de 21% de dioxygène et très loin de 78% de diazote. Oui, c'est vrai. Dans tous les cas, cette expérience, en fait, elle n'est pas précise. C'est la première expérience qui a été menée, et ça a été mené, du coup, en 1776. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs paramètres d'erreur dans cette expérience. Déjà, comment Lavoisier a déterminé que le volume qui a été perdu, le volume que du coup l'air a perdu au cours de la manipulation, est exactement de 0,14 litres. Je veux dire, avec une cloche, comment mesurer avec précision qu'il y avait 0,14 litres de différence entre avant et après. Donc déjà, le volume changé, comment dire, entre l'atmosphère qu'il y a dans la cloche ici, plus aussi l'atmosphère qu'il y a dans la cornue, hein, parce qu'il y a de l'atmosphère dans la cornue. Il n'y a pas que du mercure, il y a aussi de l'air à l'intérieur. Donc du coup, est-ce qu'il a pris tout en compte? Est-ce que c'était possible de mesurer? Sachant qu'une cornue, c'est un truc qui est quand même assez difficile à mesurer avec des graduations. Du coup, est-ce que ça a été précis tout ça? Les 0,14, j'en suis pas sûr. Deuxième chose, c'est que dans la nature, en fait, les réactions que vous considérez à votre niveau, qu'on considère au niveau seconde, on dit qu'il y a des réactifs au début, et qui vont être entièrement consommés. Eh bien, c'est pas toujours comme ça, en fait. Il faut savoir que vous, comme quand vous mangez un gros plat en famille, exemple, vous avez passé Noël chez quelqu'un, vous avez passé Noël en famille, on prépare du coup à manger pour 6, 8, 10, 14, je sais pas combien vous êtes, et c'est difficile de doser pour tout le monde. Et il y a toujours des restes à la fin, ok? C'est jamais entièrement consommé. Eh bien, la chimie, c'est un peu pareil, il y a des réactions qui vont consommer tous les réactifs, pile poil, des réactions qui vont laisser un reste, quelque part. Et il y a des réactions aussi qui vont pas être complètes, qui vont pas être totales, si vous voulez. Et où il va rester un petit peu des choses à la fin, ok? Eh bien, il n'est pas possible, en fait, de dire si, à l'époque, la réaction qu'a fait Antoine Laurent de Lavoisier a entièrement consommé le dioxygène qui était dans l'air, et donc si ces 0,14 litres qui étaient descendus, qu'on suppose être exact, du coup, correspondent à l'entièreté du dioxygène. Et donc du coup, si l'entièreté du dioxygène n'a pas réagi, eh bien en fait ces 0,14 ne correspondent qu'à une partie du dioxygène, et donc du coup on va sous-estimer le vrai volume en dioxygène qu'il y aurait dans cet air. Donc du coup, au lieu de 0,14, on aurait peut-être trouvé 0,20, 0,16 ou 0,20, et donc du coup le pourcentage va monter progressivement vers mes 21% que j'ai annoncé en cours. A l'inverse, du coup, si le volume de dioxygène monte dans l'air, celui du diazote va diminuer, et donc du coup, au lieu de 0,66, on va tomber vers 0,6, 0,58 peut-être, et de 82,5%, on va baisser jusqu'au fameux 78 que je vous ai annoncé en cours. Voilà comment on prend du recul sur un exercice comme celui-ci, en se disant, je vais pas rester bloqué sur mon cours en disant que la manip est fausse, ou alors que mon résultat est faux. La vraie puissance, en fait, de votre esprit par rapport à ce que vous avez dans un exercice, c'est de pouvoir prendre du recul et de vous dire, est-ce que c'est faux ce que j'ai trouvé, ou est-ce qu'il existe une explication qui permet de dire en quoi mon résultat n'est pas faux, mais seulement imprécis. Et c'est ça, du coup, sur quoi je vais vous amener de plus en plus vers la fin de la seconde, c'est de prendre ce recul, cet esprit critique, ok, et de dire avec le maximum d'arguments que vous avez, est-ce que mon résultat il est juste? Est-ce qu'il est seulement imprécis? Et est-ce que mon résultat est trop imprécis pour que je refasse les calculs, ou pour que je m'améliore, ou que je refasse ma manipulation? Ou est-ce qu'il est imprécis, mais ça ira? Voilà, c'est ça que je vais vous inculquer d'ici la fin de la seconde. Et cet esprit critique, il vous sert aussi bien en sciences que dans n'importe quel pendant de la vie, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, je vous souhaite de bien réviser les exercices que je vous ai donnés, et puis je vous revois à la rentrée, du coup, frais, motivé, et en pleine capacité pour réussir le contrôle que je vais vous soumettre. Je vous remercie du coup, et je vous souhaite une bonne fin de vacances, et un bon travail.